Alors, on va commencer par un premier topo qui porte surtout sur un état des lieux des connaissances du gène, sur les recherches cliniques qui sont en cours au CHU de Rouen essentiellement. Et ce topo, on l'a divisé en trois axes. Une première partie qui consiste en des rappels sur la génétique, le gène MIT1L. Une deuxième partie sur le phénotype associé à cette pathologie. Et puis une dernière partie sur la recherche clinique du syndrome. Alors, si on reprend un peu les bases de la génétique, chaque personne va être constituée d'environ 70 milliards de cellules. Et c'est dans le noyau de ces cellules qu'on va avoir l'ADN ou le génome, qui est notre patrimoine génétique. Il faut voir ça un peu comme un livre de recettes qui va expliquer comment fonctionne le corps humain. Cet ADN, il est unique à chaque individu et il est constitué de 46 chromosomes dont on reparlera tout à l'heure. Cet ADN, il est constitué de quatre lettres, les nucléotides, qu'on appelle A, T, C et G, qui vont par paire. Et au total, dans le génome, c'est 3 milliards de paires de lettres. Ces nucléotides, lorsqu'on les assemble, vont former des gènes. Et les gènes, on peut voir ça comme des recettes. Au total, on a environ 20 000 recettes dans le code génétique, 20 000 gènes. Ces gènes, ils sont constitués de différentes parties, des introns et des exons. Vous avez sûrement entendu parler de l'exome. L'exome, c'est tous les exons mis bout à bout. Et il faut savoir que cet exome, c'est uniquement 1% du génome. Donc vraiment une toute petite partie du code génétique. Et pour autant, c'est dans cette partie qu'on va trouver la majorité des variations, des modifications du code génétique qui vont être à l'origine des pathologies. Donc ces gènes, leur rôle, une partie de leur rôle, ça va être de fabriquer des protéines pour faire fonctionner l'organisme. Ces protéines, elles ont plein de rôles. Par exemple, faire fonctionner le cœur, donner des indications sur la taille, faire fonctionner les os, etc. C'est un peu un mode d'emploi pour faire fabriquer des protéines qui seront essentielles au fonctionnement du corps humain. Et le génome entre deux individus est quasiment identique. On dit qu'il est identique à 99%. Ce pourcentage de différence, on les appelle des variations. Avant, on appelait ça des mutations. On essaie d'appeler ça maintenant plutôt des variations. Mais c'est ce qui fait que chaque individu va être unique et différent. Ce pourcentage, il représente à peu près 4 à 5 millions de variations par rapport au génome de référence. Et ces variations, dans la grande majorité des cas, elles n'ont pas d'impact, ou alors elles vont être à l'origine de traits phénotypiques comme la couleur des yeux, des cheveux, la taille, etc. Et ça va être uniquement très rarement que ces variations vont être à l'origine d'un dysfonctionnement des cellules lorsqu'elles vont impacter des régions critiques du code génétique et être à l'origine de maladies génétiques. Et ces modifications du code génétique, elles peuvent avoir lieu schématiquement à deux endroits, soit au niveau du chromosome, c'est-à-dire que vous pouvez observer un fragment manquant de chromosome, c'est-à-dire une délétion, ou alors au niveau des nucléotides, c'est-à-dire au niveau des gènes, avoir des modifications des lettres, soit des ajouts de lettres, des changements de lettres ou des délétions de quelques lettres. Et la grande majorité de ces variations vont être transmises par nos parents. Ça, c'est l'essentiel des variations. Et on a environ 50 à 100 variations nouvelles par rapport au code génétique de ses parents. Ça, c'est quelque chose qui est naturel, qui est normal. Et ces variations par rapport au code génétique de nos parents n'ont pas d'impact. Dans la grande majorité des cas, elles ne seront pas à l'origine de maladies. Rarement, elles vont l'être et dans ce cas-là, ce sont le plus souvent des erreurs de la machinerie cellulaire, de la fabrication, et elles peuvent avoir lieu soit au moment de la fabrication des spermatozoïdes ou des ovocytes, soit au moment des premières divisions, donc tout au début des divisions de l'embryon. Donc le gène MITAL, comme vous le savez sûrement tous, il est situé sur le chromosome 2, à l'extrémité du chromosome 2. Et ce gène, son rôle, c'est de fabriquer une protéine qui porte le même nom, qui s'appelle la protéine MIT1L, en passant par différentes étapes. Cette protéine, elle a été modélisée par l'équipe américaine en 3D et vous pouvez la voir ici. Elle est constituée de plusieurs domaines qui sont représentés par différentes couleurs. Et un domaine qui est très important, ce sont les domaines qui sont en bleu. Donc, c'est 6 petits domaines qu'on appelle les domaines en doigts de zinc. Et leur rôle, c'est de fabriquer une petite poche qui va aller se fixer à différents endroits du code génétique pour
faire le rôle attendu du gène MIT1L. Et là, c'est la représentation en 2D de cette protéine. Et vous voyez que les domaines en doigt de zinc sont situés de part et d'autre de cette protéine en 2D. Et on se focalisera sur deux domaines qui sont les deuxième et troisième domaines en doigt de zinc que vous voyez au milieu, puisque ce sont ces domaines qui vont être impactés dans le syndrome MIT1L, dans la grande majorité des cas. Je ne vais pas aller très loin dans le rôle du gène MIT1L puisqu'il sera réabordé par les équipes allemandes et américaines, mais il faut voir globalement ce gène comme un chef d'orchestre, un, un gène qui va diriger des centaines de gènes et dont le rôle principal, ça va être de transformer des neurones immatures en neurones matures. Et ce gène, il va aller se fixer grâce à sa protéine à différents endroits du code génétique pour faire ce rôle de changement de neurones immatures en neurones matures. Et attention au nom du gène, puisque il ne faut pas confondre le nom du gène avec la fabrication de myéline, puisque ce gène n'a pas de rôle décrit dans la fabrication de la myéline, qui est un constituant qui entoure les neurones. Et contrairement au gène MIT1, d'où vient le nom MIT1L pour Myelin Transcription Factor 1-like, mais contrairement au gène MIT1, qui a été découvert avant, le gène MIT1L n'a pas de rôle dans la fabrication de la myéline. Alors, on a tous deux copies du gène MIT1L, une copie qui vient de notre père, une copie qui vient de notre mère. Et il faut deux copies pour que les fonctions soient respectées pour ce gène. Dans le syndrome MIT1L, on va faire face à une anomalie sur une des copies, c'est-à-dire qu'il y aura seulement une copie qui sera fonctionnelle. Pardon, ça va revenir. Parfait. Et on ne peut pas enlever la petite barre? Non? Donc, dans ce syndrome, on va avoir une seule copie qui va être fonctionnelle. Ça, c'est un mécanisme particulier qu'on appelle l'haploinsuffisance. Ça veut dire que la seule copie qui reste fonctionnelle ne suffit pas à exercer tout son rôle attendu théoriquement. Oui, voilà, ça ne marche plus. Voilà. Donc ce syndrome, il se transmet sur un mode autosomique dominant. Ça veut dire autosomique qu'il touche autant les filles que les garçons. Et dominant, ça veut dire qu'une seule copie modifiée va suffire à entraîner des symptômes, à entraîner la pathologie. La majorité des modifications du code génétique sera de novo, c'est-à-dire qu'elle concernera uniquement un individu, elle ne sera pas portée par le code génétique de ses parents. En revanche, le risque de transmission à la descendance des patients est de 50%. Soit le patient transmet la copie modifiée, soit il transmet la copie saine. Et au niveau des mécanismes, il faut retenir deux mécanismes différents, soit la délétion au niveau du chromosome, c'est-à-dire le fragment manquant, et cette délétion du chromosome, soit elle peut emporter un morceau du gène ITL, c'est-à-dire un fragment, une petite partie, soit le gène en entier. Et après, le deuxième mécanisme, ce sont les variations ponctuelles, c'est-à-dire les modifications des lettres au niveau des gènes dont on a parlé tout à l'heure. Et au niveau de ces variations, de ces modifications du code génétique, il y en a deux types, les variations faux sens et les variations troncantes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les variations faux sens vont modifier un acide aminé et donc vont modifier la protéine. On aura une protéine, mais qui aura une forme particulière du fait d'un défaut ponctuel. En revanche, les variations troncantes vont interrompre le gène, ça va être détecté par la cellule et la protéine ne va pas être synthétisée et donc il n'y aura pas de protéine.
Et pendant plusieurs années, s'est posé la question de savoir si les patients qui avaient une délétion, c'est-à-dire un fragment manquant au niveau chromosomique, présentaient les mêmes symptômes, le même phénotype que les patients qui avaient des fautes d'orthographe, des changements de lettres au niveau des nucléotides. Aujourd'hui, on sait que ces patients présentent le même phénotype. Bien sûr, chaque individu a des symptômes propres à lui également, qui sont différents d'autres patients, mais en tout cas, il n'y a pas de différence majeure entre ces deux types de modification du code génétique. Et ce gène, il a été décrit pour la première fois en 2011 par une équipe qui a rapporté 6 patients qui présentaient donc une délétion de ce gène, qui emportait ce gène. Et ces patients présentaient des difficultés intellectuelles, des troubles du comportement, un surpoids ou une obésité, et un patient présentait une épilepsie. Donc 2011, c'est quand même assez récent. Malgré tout, depuis 2011, on a eu la chance de voir la publication de nombreux articles, à la fois des articles cliniques et plus moléculaires, qui ont permis d'améliorer les connaissances sur les patients avec des lésions ou concernant les patients avec des variations ponctuelles. Et donc en 2019, quand on a commencé à Rouen à s'intéresser à ce syndrome, il faut savoir qu'il y avait seulement 14 patients qui étaient rapportés dans la littérature scientifique. Alors bien sûr, il y avait beaucoup d'autres patients en France ou dans le monde, mais seulement 14 avaient été décrits dans des articles scientifiques. Donc on avait les données uniquement de 14 patients. Et on savait déjà à ce moment-là que ces patients présentaient un trouble du neurodéveloppement avec des difficultés pour apprendre à parler et à marcher dans les temps, un trouble du développement intellectuel, des troubles du comportement, des troubles pondéraux, une épilepsie chez certains patients, de même parfois des anomalies à l'IRM cérébrale, et puis des troubles du sommeil ou des troubles ophtalmologiques. Mais en 2019, à ce moment-là, même si on avait déjà une idée du phénotype, le syndrome était relativement mal précisé, les données étaient peu précises, c'était mal phénotypé, et il y avait encore beaucoup d'incertitudes, à la fois sur le plan clinique et sur le plan moléculaire. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité s'intéresser à ce syndrome. L'objectif principal, c'était d'essayer de mieux décrire le phénotype, d'actualiser les données, d'essayer peut-être d'identifier des nouveaux symptômes, et puis ensuite de regarder s'il y avait un lien entre le type de variation génétique, c'est-à-dire le type de modification au niveau des nucléotides, et le phénotype. Donc pour ça, on a mis en place une étude qui a duré plusieurs années, où on a contacté des professionnels du monde entier, mais surtout de France, Belgique, Luxembourg et États-Unis. Et on a pu inclure 40 patients avec autant de filles que de garçons, avec un âge médian à 11 ans. Et donc après, je vais vous présenter aujourd'hui le phénotype connu en 2025 à partir de toutes ces données qui ont été obtenues. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'en anténatal, pendant les grossesses, il n'y a pas de symptômes particuliers qui sont liés à ce syndrome. Bien sûr, il peut y avoir des malformations, il peut y avoir des symptômes maternels, mais qui ne sont pas reliés spécifiquement à ce gène. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de symptômes qui sont connus pour être associés spécifiquement à ce syndrome. À la naissance, on remarque qu'il n'y a pas forcément de choses particulières en termes de croissance. Les bébés naissent à terme avec des mensurations poids-taille qui sont dans les normes. En revanche, il y a déjà 15% de patients qui présentent à la naissance une hypotonie, c'est-à-dire des mouvements un peu diminués. Et ces patients vont évoluer, dans 100% des cas, vers des difficultés à acquérir la marche, le langage dans les temps par rapport aux autres enfants. Notamment, ce qui sera principal, c'est le retard de langage, mais avant ça, il va y avoir le retard moteur avec un décalage de l'acquisition de la tenue assise à 11 mois pour une norme vers 9 mois, et puis de la marche vers 22 mois pour une norme entre 12 et 18 mois. Et puis ces difficultés en motricité, elles sont également présentes en motricité fine. Et puis après, on va observer une hypotonie globale qui peut persister chez certains patients pendant plusieurs années. Sur le plan du langage, on a aussi un décalage avec des premiers mots vers une médiane à 2,3 ans et puis des premières phrases vers 5 ans. Et cette atteinte, elle est variable. Il y a des patients qui vont avoir plus de difficultés que d'autres. Mais globalement, on va retrouver des difficultés phonologiques et syntaxiques chez une majorité de patients, dont on reparlera tout à l'heure. Ensuite, ce trouble du neurodéveloppement, il évolue vers des difficultés cognitives dans la majorité des cas,
Les troubles du développement intellectuel sont très variables aussi, avec des patients qui vont avoir peu de difficultés et d'autres plus. Et puis, chez les patients qui n'ont pas de déficience intellectuelle, d'après les normes internationales ou françaises, on va avoir plutôt des difficultés d'apprentissage de type troubles multidys, que vous connaissez, les troubles dyslexie, dyspraxie, qui peuvent s'associer ou pas entre eux. Et également, on va avoir des troubles visuo-attentionnels qui vont être associés et qui vont impacter en plus ces difficultés euh, cognitives. Et la grande majorité des patients va nécessiter une rééducation pluridisciplinaire, donc avec orthophonie, psychomote, ergothérapie, etc., dès tout petit. Ensuite, la scolarité va le plus souvent être adaptée, mais c'est pareil, cette adaptation, elle est très variable en fonction des patients. Des patients qui vont avoir simplement besoin d'un adulte supplémentaire et de l'aide dans une classe habituelle, et puis d'autres patients qui vont avoir besoin d'être accueillis dans des classes spécialisées de différents types. Donc la prise en charge, elle est très variable, elle va dépendre globalement des symptômes du patient, avec le plus souvent un suivi quand même pédiatrique et neuropédiatrique pour tous les patients, parfois endocrinologique, psychiatrique, ophtalmologique, etc. Généticien au moins une fois pour le diagnostic. Et puis ensuite, une prise en charge paramédicale qui est très complète et qui va évoluer au fur et à mesure du temps en fonction des besoins de l'enfant. Sur le plan du comportement, on a constaté que ces troubles étaient quasiment constants, mais qu'ils pouvaient être de différents types. Alors, il y a des patients qui vont présenter un trouble du spectre de l'autisme assez classique, d'autres des traits autistiques sans répondre à tous les critères du trouble du spectre de l'autisme, des stéréotypies qui peuvent être isolées ou associées, une intolérance à la frustration, parfois une agressivité qui peut être une auto-agressivité ou une hétéroagressivité, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et parfois une anxiété. Ces troubles vont évoluer au fur et à mesure de la vie. Et ça, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas encore très bien sur savoir quels sont les facteurs qui vont faire évoluer ces symptômes. La sévérité est variable et puis ils peuvent s'associer ou être isolés. Et souvent, ils vont malgré tout avoir un impact à la fois chez l'individu et puis sur la famille. Sur le plan neurologique, quelques patients présentent une épilepsie. Ça sera réabordé cet après-midi, mais on a tout type d'épilepsie qui ont été décrites. Il n'y a pas de crise particulière spécifique à ce syndrome pour le moment, d'après nos connaissances. Cette sévérité, la sévérité, elle est variable. Le plus souvent, c'est une épilepsie qui commence très tôt, pendant la période néonatale ou dans l'enfance, et elles vont soit être traitées ou pas en fonction du type de crise, mais le plus souvent, elles seront pharmacosensibles, c'est-à-dire que les traitements vont fonctionner, mais ça dépend encore des patients. Enfin, sur le plan plus neurologique, on n'a pas constaté de régression, pas de troubles neurodégénératifs, c'est-à-dire pas de dégradation intellectuelle ou motrice avec le temps. Alors bien sûr, ces données, elles sont quand même limitées, mais en tout cas, c'est des choses qu'on n'a pas aujourd'hui constatées. Pas d'atteinte musculaire qui est connue pour être associée aux gènes aujourd'hui. Par contre, beaucoup de patients vont présenter une hypotonie globale avec des troubles des coordinations, une certaine maladresse ou des troubles de l'équilibre. Sur le plan des IRM cérébrales, pour le moment, à partir d'IRM qui ont été réalisés chez 29 patients, il y avait dans 28% des cas des anomalies, mais ces anomalies, elles n'étaient pas spécifiques au syndrome. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé de symptômes présents chez tous les patients qui avaient ces anomalies-là. Et ces anomalies, le plus souvent, elles étaient sans gravité et elles ne nécessitaient pas de contrôle a posteriori. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'image spécifique qui a été identifiée dans cette pathologie. Sur le plan alimentaire, on a constaté qu'une grande majorité des patients, près de 60%, pouvaient présenter un surpoids ou une obésité. Variable sur le temps, avec des patients qui vont pouvoir aussi changer de courbe en fonction de leur âge. En revanche, ce qu'on avait constaté, c'est que la prise de poids, elle était très précoce puisqu'elle arrivait en médiane à 3 ans et demi. Ça, c'est une donnée qui est importante et qui sera réabordée tout à l'heure. Et en plus de cette obésité, de ce surpoids, chez certains patients, on va trouver des troubles du comportement qui vont être, par exemple, des difficultés à gérer la satiété, une hyperphagie, des enfants qui vont manger vite, qui vont avoir une obsession sur l'alimentation.
Et plus rarement, on avait constaté que des patients avaient le phénotype opposé, c'est-à-dire au contraire, ils avaient des difficultés à prendre du poids. Ça pouvait se manifester dès le début de la vie avec des troubles de la succion, une lenteur à boire et même parfois les patients ont nécessité un support nutritionnel. Le plus souvent, ce sont des régimes hypercaloriques, mais pas que en période néonatale. Alors ça, ce sont vraiment des données qui sont assez rares, mais qui peuvent exister. Et puis après, au second plan, on va avoir les troubles ophtalmologiques, dans 30% des cas, qui sont des troubles qui ne sont pas graves, troubles de la réfraction, strabisme, des troubles du sommeil qui sont relativement fréquents, 33%, et qui peuvent être très impactants au quotidien pour les patients et leurs familles. Difficultés d'endormissement, réveil nocturne, apnée du sommeil. Et après, vraiment en arrière-plan, on peut avoir quelques patients avec des troubles endocriniens, des thyroïdites, petite taille, micro-macrocéphalie, qui ont été décrites mais qui sont relativement rares. Ensuite, on s'est posé la question de savoir si les patients avec syndrome Mitael pouvaient présenter des signes particuliers au niveau du visage qui pourraient faire évoquer ce syndrome en consultation lors des premières consultations de diagnostic pour troubles du neurodéveloppement, pour retard de développement, comme ça peut être le cas dans d'autres pathologies. Et pour ça, on a travaillé avec le logiciel Face2Gene, qui est un logiciel de machine learning qui a utilisé les photographies publiées dans la littérature pour proposer ce portrait robot. Et on trouvait que certains signes étaient assez... qu'on pouvait les retrouver chez certains patients, notamment les yeux. On appelle ça l'énophtalmie, c'est-à-dire un petit peu enfoncé et en amande, les narines un peu antéversées et les joues pleines qui sont peut-être à mettre en corrélation avec le surpoids ou l'obésité qu'il peut y avoir chez certains patients. Ces symptômes, ils ne sont pas du tout constants chez tous les patients. Ils ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire qu'on va les retrouver dans d'autres syndromes. Ça va être extrêmement difficile en consultation, pour une première consultation de troubles du neurodéveloppement, de penser à ce syndrome uniquement en observant les traits du visage. Ensuite, on s'est intéressé à l'aspect plus moléculaire, c'est-à-dire aux variations, aux modifications des nucléotides du gène. Donc, vous l'avez compris, il y a deux types de variations, les variations troncantes et les variations faux sens. Ce qu'il faut retenir, c'est que les variations faux sens, dans la grande majorité des cas, ce sont les variations qui modifient la conformation de la protéine. Ces variations, elles vont clusteriser, c'est-à-dire qu'elles vont se regrouper à un endroit particulier qui sont les deuxième et troisième domaines en doigt de zinc au milieu en bleu. Il y a quelques patients qui ont des variations qui sont présentes en dehors de ces domaines, mais c'est extrêmement rare. Alors que les variations troncantes, c'est-à-dire qui vont casser la lecture du gène et qui vont être à l'origine d'une absence de protéines, elles sont représentées tout le long de la protéine. Et donc, on s'était posé la question de savoir si les patients qui présentaient des variations faux sens, c'est-à-dire qui clusterisent au milieu des domaines en doigt de zinc, avaient le même phénotype que les patients avec des variations troncantes. Et donc, on a comparé un certain nombre de critères cliniques et on a vu qu'il n'y avait pas de différence, que ces patients avaient le même syndrome, les mêmes symptômes. Il n'y avait pas de différence phénotypique. Donc, on appelle ça pas de relation génotype-phénotype entre ces deux types de mutations. Donc l'hypothèse, ça va être peut-être que les variations faux sens, c'est-à-dire qui modifient la conformation, sont peut-être à l'origine d'une protéine qui est là, mais qui est inactive et qui finalement a le même impact que s'il n'y avait pas de protéine. Et ensuite, on a essayé de comparer le phénotype des patients qui avaient une modification en faux sens, mais en dehors des doigts de zinc. Et malheureusement, on n'avait que 3 patients. Donc, ces données, elles sont à recontrôler, mais on n'a pas trouvé de différence non plus. Donc, pour conclure sur le phénotype, les patients qui présentent un syndrome Mitael vont présenter un trouble du neurodéveloppement, parfois une épilepsie et des troubles du sommeil, des troubles alimentaires avec une impulsivité, une obésité, un surpoids, et puis parfois des particularités morphologiques et des troubles du comportement. Et pour terminer, on va parler de la recherche clinique associée au syndrome Mitael, essentiellement de la recherche qui est faite à Rouen, et puis la recherche fondamentale, elle sera réabordée par la suite par d'autres collègues. Donc le syndrome Mitael, pour commencer, c'est ce qu'on appelle une maladie rare. La définition européenne, c'est qu'une maladie va toucher moins d'une personne sur 2000. En France, on pense qu'il y a à peu près 60-70 patients qui vont être touchés par cette pathologie. On n'a pas de base de données qui permet de répertorier tous les patients, que ce soit en France ou à l'international. Il y a peut-être 1000 patients dans le monde, mais aujourd'hui, ces données, elles ne sont pas connues.
Et donc, comme vous l'avez compris, ce syndrome, qui est une maladie rare, va faire face à de nombreux défis. Le premier défi, c'est le fait que, comme c'est une maladie rare, ben, on est sur des cohortes de patients qui sont très limitées, c'est-à-dire peu de patients en France ou dans le monde. Et donc, de ce fait, les connaissances cliniques et biologiques vont être limitées. Et donc, pour approfondir ces connaissances, il va falloir mettre en place des cohortes déjà nationales, mais aussi internationales. Et ça va être un premier défi d'essayer de recruter des patients du monde entier. Un deuxième défi, c'est que ces données qu'on va récupérer du monde entier, elles vont pas forcément être comparables, puisque chaque pays va avoir des normes propres à son pays. Par exemple, les normes sur le surpoids ou l'obésité vont pas forcément être les mêmes d'un pays à l'autre. Donc, il va y avoir des difficultés pour comparer ces données. Ça va être quelque chose de primordial, d'essayer de faire des études scientifiques rigoureuses pour qu'on puisse interpréter au mieux les données dans l'objectif final de pouvoir améliorer d'une part les connaissances, mais aussi la prise en charge quotidienne des patients. Et donc, on peut séparer la recherche du syndrome Mitrael, mais par exemple, pour d'autres syndromes, ce serait la même chose, en 3 étapes. La première, c'est d'essayer de phénotyper. Alors, phénotyper, ça veut dire essayer de caractériser au mieux sur le plan clinique, c'est-à-dire d'écrire tout ce qu'on peut décrire en termes de symptômes. Sur le plan clinique, mais aussi sur le plan moléculaire, c'est-à-dire les types de variations et leurs liens avec les symptômes. La deuxième étape, c'est de modéliser, c'est-à-dire de mieux comprendre les modèles biologiques, tous les modèles cellulaires, les modèles animaux, et essayer de comprendre les voies qui vont dysfonctionner à certains moments. Et donc, on s'est concentré à Rouen sur cette étape 1 de phénotyper, et l'étape 2 et l'étape 3 sont plutôt abordées par les collègues d'Allemagne ou des États-Unis aujourd'hui. Et l'étape 3, c'est l'étape vers laquelle on souhaite tous aller, c'est identifier des cibles thérapeutiques spécifiques à ce syndrome. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important de caractériser au mieux le phénotype, de préciser les symptômes au maximum? La première réponse, c'est déjà pour essayer d'améliorer la prise en charge quotidienne. Puisque ça, vous le savez, ce syndrome étant extrêmement rare, la majorité des professionnels qui vont suivre vos enfants ne connaissent pas le syndrome, n'en ont jamais entendu parler. Et puis, c'est une maladie qui a été décrite quand même relativement récemment. Et donc, aujourd'hui, c'est primordial de pouvoir former les professionnels à cette pathologie et puis d'établir des recommandations de suivi pour vous et puis pour les professionnels. La deuxième chose, ça va être, à partir de la caractérisation clinique, d'essayer de comprendre les voies biologiques sous-jacentes et puis aussi d'essayer de comprendre l'évolution naturelle de la pathologie pour pouvoir peut-être anticiper certains symptômes qui pourraient apparaître avec le temps. Et la dernière chose, c'est le fait que si on arrive à caractériser mieux les symptômes, eh bien, on pourra définir précisément des critères d'évaluation en vue de futurs traitements, c'est-à-dire savoir exactement ce qu'on cherche à réguler lorsque des traitements seront disponibles. Si on met des traitements contre l'épilepsie, est-ce qu'on cherche à ce qu'il n'y ait plus de crise cliniquement? Est-ce qu'on cherche à ce qu'il y ait plus de crise à l'électroencéphalogramme uniquement? Est-ce qu'on cherche à diminuer l'impulsivité alimentaire ou d'autres critères? Et donc pour ça, c'est primordial de savoir sur le plan clinique ce qu'on cherche précisément pour pouvoir au mieux ensuite adapter les traitements. Et donc pour ça, on fait des études à la fois observationnelles, des études interventionnelles, donc qui vont être un peu plus impactantes, où on peut faire remplir des questionnaires, faire venir les patients pour refaire des bilans, récupérer des données de vie réelle. L'objectif, c'est de collecter des données à la fois pour avoir des informations sur un instant T, un âge donné par exemple, ou pour établir une histoire naturelle plus complète. Et donc, vous le savez, dans ce syndrome, on va avoir différentes problématiques qui vont nécessiter de faire de la recherche clinique. Et on s'est concentré pour le moment à Rouen sur 2 thématiques. La première, c'est l'obésité et les troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est une partie qui sera abordée tout à l'heure par mes collègues. Avec quelques diapos sur les questionnaires qu'on a pu transmettre à différentes familles francophones. Et puis le deuxième projet de recherche qu'on a mis en place à Rouen, c'est un projet sur le neurodéveloppement. Ce projet, il a été lancé en février. Il a eu lieu pendant 2 mois et je vous en reparlerai juste après. L'objectif, c'était d'améliorer les connaissances sur 3 axes: le langage, la prosodie, c'est-à-dire la voix, la parole, et puis la cognition et le comportement.
l'objectif, c'est de mieux comprendre les symptômes, d'essayer peut-être d'identifier des profils spécifiques pour ensuite pouvoir adapter de nouveau la prise en charge et peut-être de futurs traitements. Et donc, pour ce projet, on a proposé aux familles francophones, puisque les bilans étaient en français, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu inclure des patients de l'étranger. On leur a proposé de venir au CHU de Rouen pendant 1 à 2 jours pour effectuer 4 mini-consultations, 4 évaluations. Une première consultation de génétique qui servait à reprendre tous les antécédents, les traitements, l'histoire, le type de prise en charge. Ensuite, donc dans des ordres différents en fonction des patients, mais une évaluation du langage oral qui a été faite par Constance et Laura qui vous présenteront leur travail cet après-midi. Une évaluation de la prosodie, c'est-à-dire de la voix, de la parole par Cécile, et puis une évaluation de la cognition du comportement et du sommeil par Anne-Sophie et Hugo, qui vous présenteront aussi leurs travaux cet après-midi. Ce protocole, il a eu lieu sur une journée. Il a été possible grâce à l'association qui a financé la venue et les logements de toutes les familles. Et on a donc fait des inclusions pendant 2 mois avec 1 à 2 patients par jour. Et au total, on a eu la chance d'avoir 22 familles qui sont venues au CHU de Rouen. On n'a pas encore les résultats. Ça va être le projet de cette année d'interpréter tous ces résultats. Et ensuite, juste pour terminer, une autre façon de récupérer des données, c'est ce que Valérie disait tout à l'heure, ça va être les bases de données qui vont être complétées directement par les familles. Donc il y a 2 bases aujourd'hui avec qui on est en contact, la base française Genida et la base américaine Simon Searchlight, qui est une base initialement dédiée à la recherche de l'autisme. Et donc, la plateforme Genida, c'est une plateforme qui a été lancée par la faculté de Strasbourg. Et c'est donc le principe que ce sont les familles qui transmettent les données à partir de questionnaires qui ont été établis par des médecins et pour lesquels on a travaillé aussi pour pour adapter le questionnaire de manière plus spécifique au syndrome Mitael. On a relancé récemment pour que cette plateforme soit remplie par les familles pour ce gène précisément. Et ce recrutement, il est donc international puisqu'il est accessible dans de très nombreuses langues. Donc, vous pouvez tout à fait compléter, si vous le souhaitez, cette base-là. Et ensuite, ça nous donne des résultats qu'on pourra ensuite corréler aux résultats qu'on aura obtenus dans nos études faites sur place. Et ça, c'est une petite diapo sur la Fondation Simons qui propose 2 choses. D'une part, d'établir des guides de prise en charge pour les familles à partir des données de la littérature. Donc, ils reprennent tout ce qui est décrit dans la littérature et ils font des mini-guides par syndrome. Et puis, la même chose, récupérer des données issues de questionnaires de famille pour ensuite proposer à la communauté à la fois de familles et de scientifiques ces résultats. Donc, je vais terminer par cette diapo. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous, je dirais, main dans la main autour du syndrome Mitael, à la fois les cliniciens, les chercheurs biologistes, les chercheurs en sciences fondamentales, et on est tous reliés aux patients, à leurs familles. Et donc, l'objectif, c'est de travailler tous ensemble, d'améliorer les connaissances pour ensuite pouvoir améliorer le quotidien des patients et de leurs familles. Et je vais remercier déjà tous les patients, toutes leurs familles, toutes les familles qui sont venues pour les différents projets de recherche qui ont rempli des questionnaires avec de nombreux questionnaires à remplir. L'association pour le lien qui a été créé depuis maintenant plusieurs années, tous les collaborateurs, les médecins, les scientifiques qui ont travaillé avec nous, la filière qui coordonne depuis maintenant plusieurs années ces projets, la faculté de médecine qui nous accueille et puis toute l'équipe des professionnels avec qui on travaille au quotidien. Merci.